tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spécifique que d'ordinaire. J'ai envie de vous parler de la littérature prolétarienne au Japon dans le cadre du printemps japonais qui est une sorte de défi qui se tient sur les 2 mois d'avril et mai où on lit de la littérature japonaise, on s'intéresse à la culture japonaise, on regarde des films japonais et donc j'avais envie de venir vous parler de la littérature prolétarienne. Alors la littérature prolétarienne c'est un mouvement à part entière au Japon, même s'il est peu traduit et même s'il a été limité temporellement, ce qui peut donner l'impression que c'est un genre mineur. Avant de se pencher sur des œuvres phares et sur le mouvement à proprement parler et ses préceptes, je pense qu'il est intéressant de remonter un tout petit peu dans le temps pour s'intéresser à 2 origines probables, ou en tout cas à 2 mouvements ou 2 événements littéraires qui ont amené la littérature prolétarienne. Le naturalisme, premièrement, qui n'a rien à voir avec le naturalisme français tel qu'il a été formulé, tel qu'il a été pensé par Zola. Donc on utilise le même terme, mais le naturalisme japonais n'a vraiment rien à voir avec le naturalisme français. Et en fait, la littérature prolétarienne en elle-même se rapprocherait davantage du naturalisme tel que l'a décrit Zola. Toutefois, le naturalisme japonais, il a quand même permis aux auteurs et aux autrices de se recentrer sur leurs propres expériences, sur leur vécu et sur leur perception du monde, sur leurs observations de leur quotidien. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le naturalisme, en fait, a également compté dans ses rangs, si je puis dire, des auteurs et des autrices qui n'étaient pas issus des familles très éduquées, très lettrées, et donc ça a permis d'avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles voies dans la scène littéraire, culturelle et artistique. C'était des personnes qui n'avaient pas tout ce bagage traditionnel, culturel et donc littéraire également, ce qui a permis d'apporter quelque chose de nouveau. Un grand nom du naturalisme, malheureusement peu traduit et peu connu, c'est Shimazaki Toson, qui a écrit plusieurs romans, dont 2 qui ont été traduits, dont un qui s'appelle Transgression, publié en 1906, qui a été aussi adapté au cinéma et qui retrace justement la vie d'un protagoniste masculin qui ne peut révéler ses origines parce que ses origines sont considérées comme honteuses, avec un système qui s'apparenterait un petit peu à un système de caste. Ensuite, autre événement qui n'est pas un mouvement littéraire à proprement parler, mais qui est plutôt le travail d'une personne qui a ensuite bien évidemment a été repris et puis qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est le travail de Nakae Shomin qui a traduit le contrat social de Rousseau en japonais en fait et qui prônait un matérialisme athée qu'il a transmis ensuite à un disciple, Kotoku Shosui, qui lui, Shosui, est très connu, en tout cas au Japon, qui a vécu de 1871 à 1911 et qui a écrit sur l'impérialisme, sur le nationalisme, sur la politique, sur le militarisme et qui a dénoncé bien évidemment majoritairement tous ces éléments. Il a par exemple écrit, je vous le cite cette fois-ci, « L'impérialisme agrandit l'État et amoindrit le peuple ». Alors quand on pense au Japon, qui est un empire où la figure de l'empereur est quasiment sacrée, il faut bien se rendre compte de la dimension très transgressive et très risquée de ce genre de déclaration. Il s'inscrit en faveur des droits des femmes dans un contexte politique parce qu'il voulait un système parlementaire et il voulait également que les femmes puissent prendre part à la politique et qu'elles puissent effectivement participer en fait à la construction et à la vie dans la cité. Je vais vous lire un passage qui est frappant. Ici, il écrit « Lorsque la guerre éclate, tout le monde vous dit que même si vous êtes une femme, vous n'en êtes pas moins une citoyenne fidèle du Japon et qu'il faut agir dans la mesure de vos moyens pour le bien de l'État. Si cela est, pourquoi ne tient-on pas les femmes davantage au courant des affaires de l'État dès le début ?» Voilà. Donc c'est une personnalité très intéressante qui malheureusement n'a pas été traduite en français à l'heure actuelle, ou en tout cas elle a été traduite mais une seule fois et le livre est désormais introuvable. J'ai vraiment écumé le net et je ne l'ai pas trouvé. C'est donc dans ce paysage culturel, intellectuel et littéraire que dès 1917 le socialisme imprègne vraiment le monde artistique, avec l'influence notamment de la Russie toute proche et du marxisme. Alors il y a des revues spécialisées et engagées qui apparaissent. Par exemple en 1921 il y a les Semeurs, Tanemaku Hito en japonais qui soutient par exemple la 3e internationale. Il y a également l'étendard. Malgré la répression politique en fait très très forte dès 1903, en 1905 on voit apparaître le Front des arts littéraires
qui se prononce en japonais Bunge Sensen, qui lui est fortement impliqué dans la diffusion des idées prolétariennes marxistes en lien avec les arts et la littérature. La littérature prolétarienne, comme vous vous en doutez, elle propose des thèmes comme par exemple la vie des prolétaires, la vie des ouvriers, les conditions de vie désastreuses et de travail désastreuses des personnes opprimées. Elle met en avant les inégalités sociales, elle met en violence la lutte des classes également, et elle propose donc des thèmes qui sont nouveaux, bien évidemment. On peut par exemple penser au Bateau-usine, qui est peut-être le roman ou le livre le plus emblématique de la littérature prolétarienne, qui est donc écrit par Kobayashi Takiji, et qui est ici publié aux éditions Attila. Donc, il y a aussi un renouveau au niveau du style. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a en fait une volonté de s'inscrire dans une oralité. Parfois, on a une volonté de s'inscrire aussi dans un langage un peu plus prosaïque, un peu plus marqué par le quotidien. Et puis on a aussi l'apparition de personnes, ce qui était déjà un petit peu le cas avec le naturalisme, de personnes qui n'appartenaient pas ou qui normalement n'auraient pas pu accéder au monde de la création artistique et littéraire. Donc en fait, si vous voulez, la littérature prolétarienne, ce qu'elle apporte au-delà de la dimension d'engagement politique, c'est effectivement de nouveaux thèmes, des recherches stylistiques, et puis également, elle permet de toucher un public qui normalement n'est pas forcément concerné par la littérature, et elle permet également d'inclure des personnes créatrices qui normalement n'auraient pas pu être des personnes créatrices. Pour en revenir un petit peu au Bateau-usine de Kobayashi, c'est le deuxième roman en fait de Kobayashi, dans lequel il décrit le quotidien d'hommes qui sont embauchés sur un bateau de pêche et de transformation du crabe dans la mer entre la Russie et le Japon, et qui travaillent dans des conditions absolument déplorables, absolument inhumaines, entre guillemets, et qui essayent de se rebeller et de se révolter contre ce système totalement injuste, inique et très violent. Alors je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe et quelle est la fin du roman, parce que c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir et qu'il faut lire, je trouve. C'est très très bien écrit, c'est très intéressant. Dans ce roman, Kobayashi n'utilise pas forcément les émotions. Il n'y a pas un recours à l'émotion, au pathos qui pourrait être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Il n'y a pas non plus un ton extrêmement militant. Il y a un côté presque plus journalistique et dans l'observation et la description factuelle des conditions de vie et de travail de ces pêcheurs ouvriers. Ce que vous pouvez aussi lire de Kobayashi Takiji, par exemple, c'est le 15 mars 1928, ici aux éditions Amsterdam, qui est une maison d'édition assez engagée. Alors ici, on est dans quelque chose de différent. Ça nous relate une journée, comme le titre l'indique, une journée de répression durant laquelle 1600 militants communistes et socialistes ont été emprisonnés. Alors après la mort de Kobayashi, qui n'a pas été de mort naturelle, il a été emprisonné, torturé, battu lors d'un interrogatoire et donc assassiné en fait tout simplement par la police politique de l'époque. Le mouvement s'effondre, le mouvement de la littérature prolétarienne. Une fois que vraiment ce grand nom a disparu, il y a un essoufflement réel du mouvement. Et les auteurs et les autrices, pour pouvoir rester libres, pour pouvoir continuer à écrire et parfois même pour pouvoir rester en vie tout simplement, sont contraints en fait de renier publiquement et de façon formelle et officielle leur engagement et leurs convictions politiques. Alors ça n'empêche pas certains d'entre eux de continuer à écrire de façon très critique et de façon très transgressive. Par exemple, c'est le cas de Nakano Shigeharu, qui lui a continué à publier des textes très très critiques et engagés, ce qui est un risque considérable qu'on ne peut pas négliger. C'est quand même un petit peu quelque chose qui est extrêmement passionnant, moi je trouve, au niveau de ce mouvement, c'est l'implication des femmes. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on a du Japon, c'est pas forcément l'image qu'on a non plus de la lutte politique et militante, à tort d'ailleurs, parce que les femmes sont très présentes dans la littérature prolétarienne japonaise. Alors malheureusement, elles sont peu traduites aussi. Il y a deux noms très importants qui sont les noms de Sata Hineko et Miyamoto Yuriko, qui malheureusement n'ont pas été traduites à ce jour. Miyamoto Yuriko, c'est une autrice vraiment à la vie totalement fascinante pour l'époque en tout cas, qui a divorcé, qui a vécu aux USA, qui a vécu en Russie, qui a été arrêtée à plusieurs reprises, qui a été incarcérée, qui a laissé de nombreuses lettres, mais également une trilogie présentant le chemin en fait d'une femme vers l'émancipation et qui reprend effectivement des éléments de sa propre vie. Et c'est souvent le cas quand même dans la littérature prolétarienne. Ça a été une femme écrivaine, une chef de rédaction, une journaliste également, une militante, bien évidemment. Elle a subi la censure, elle a subi la répression.
Sata Hineko fut elle aussi incarcérée, arrêtée. Elle, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a très tôt rejeté le stalinisme tout en ne reniant pas le communisme. Et puis, elle a aussi une vie très libre mais très difficile. Elle a été mariée plusieurs fois, elle a dû également beaucoup déménager, bouger entre guillemets, et les violences de l'époque l'ont conduite en fait à des tentatives de suicide. À ce jour, hein, malgré une grande reconnaissance au Japon, elle n'est pas traduite en français, à l'exception de 2 nouvelles dans 2 anthologies. Ce qui est le cas pour pas mal d'auteurs et d'autrices présentés dans cette vidéo. Ils sont soit pas du tout traduites, soit uniquement 1 ou 2 nouvelles dans des anthologies, ce qui est mieux que rien mais qui est quand même un petit peu dommage. Il est toutefois possible de lire des récits de femmes engagées, alors engagées, parfois pas très positivement non plus, mais en tout cas des femmes issues de milieux modestes, des femmes qui ont dû travailler, des femmes qui ont dû mener une vie qui défiait en tout cas les normes et les stéréotypes et les clichés, les injonctions de genre de l'époque. Par exemple, Hayashi Fumiko, qui est elle très connue et qui est beaucoup traduite, elle a été journaliste, elle a écrit plus de 100 romans. Alors, le problème entre guillemets avec Hayashi Fumiko, c'est que la vie de l'autrice rentre un petit peu en contradiction avec les valeurs et les les messages qui sont véhiculés par les personnages de ses œuvres, et en tout cas ça ne s'inscrit pas du tout en accord avec la littérature prolétarienne, étant donné qu'elle a été au service de l'État japonais et qu'elle a été envoyée en Chine lors de l'occupation et qu'elle a écrit favorablement au sujet de l'administration japonaise. Donc effectivement, il y a un petit peu une nuance à faire. Effectivement, on peut trouver des textes de femmes qui relatent la vie des femmes, le travail qu'elles ont dû produire et qui elles-mêmes ont dû travailler et étaient issues de milieux modestes, mais qui au niveau politique n'étaient pas effectivement engagées comme l'étaient les autres auteurs et autrices de la littérature prolétarienne. Alors beaucoup plus en accord cette fois-ci avec la littérature prolétarienne. Oh, un livre que vraiment j'ai adoré. Dérision, ici écrit par Hirabayashi Taiko, qui est traduite pour la première fois dans un ouvrage où elle est seule, parce qu'il y avait une seule nouvelle d'elle qui était aussi traduite dans une anthologie, donc ici traduite par Pascal Daudris dans les éditions X. Alors, ici c'est un recueil de 3 textes qui sont également d'inspiration autobiographique et qui relatent des événements très durs, très marquants, très éprouvants de la vie de l'autrice, qui a elle aussi une vie très compliquée, marquée par la répression, la censure, les arrestations. Surtout la première partie de sa vie où elle était effectivement très engagée politiquement dans le communisme et dans le marxisme, ce qui n'a pas été le cas dans la deuxième partie de sa vie. Elle a beaucoup écrit, elle a été récompensée et reconnue au Japon, et ce depuis longtemps, mais en France elle est malheureusement encore inconnue. J'ai adoré, mais vraiment adoré ce recueil de 3 textes qui est totalement porté en fait par une dimension politique et engagée, mais également par une dimension beaucoup plus intime, et qui est servie en plus ici par une traduction qui, je trouve, permet effectivement de goûter au style de l'autrice, qui est, à mon sens en tout cas, totalement maîtrisé et parfaitement équilibré entre quelque chose de très cru, de très factuel, prosaïque, et des moments extrêmement poétiques, extrêmement doux, même pour décrire des choses très dures. Voilà, donc je recommande fortement cette lecture qui pour moi a été une très très bonne découverte. 2 auteurs qu'on pourrait également lire pour réfléchir à la littérature prolétarienne, ou en tout cas pour s'en rapprocher un petit peu, et qui sont eux beaucoup plus facilement trouvables et qui ont été beaucoup plus traduits. Alors premièrement, Kafu Nagai, même si Kafu a été très critiqué parce qu'en fait il a choisi de s'opposer d'une façon un petit peu passive à la militarisation japonaise, à l'impérialisme japonais, en se retranchant dans l'univers d'Edo, aussi bien au niveau du style que des thématiques, et donc en se marginalisant. Il refusait ainsi l'ordre social et politique de l'époque, mais il n'a pas affronté de front, affronté réellement le régime de l'époque. Qui est aussi un petit peu le cas pour Tanizaki d'ailleurs, et c'est donc 2 auteurs qui ont été fortement critiqués à l'issue de la guerre, justement pour leur complaisance un petit peu, on va dire, au niveau du pouvoir, mais qui ont choisi peut-être, on peut le penser ainsi, des voies différentes d'opposition. Et puis effectivement, Dazai Osamu, ou Osamu Dazai si vous préférez, Dazai qui lui s'inscrit plutôt dans le mouvement de la décadence et aussi de l'autofiction. Une décadence en fait qui permet d'exprimer un mal-être et un malaise évident de l'individu et de la société. On peut penser notamment à Soleil couchant, où en fait on
Dazai traite du déclassement social, par exemple, de la condition et de la situation des femmes, de la pauvreté. Notre nom vraiment incontournable, c'est Akutagawa. Alors Akutagawa, il est connu pour ses contes, il est connu pour ses histoires, ses nouvelles, parce qu'il n'a écrit que des nouvelles quasiment, pour ses nouvelles soit à dimension autobiographique, soit fantastique et inspirée du folklore japonais, mais il a aussi écrit une nouvelle Shogun qui malheureusement n'a jamais été traduite en français et qui a été la première nouvelle censurée pour lui, en tout cas c'est avec ça qu'il a commencé à connaître la censure, qui a fait polémique à l'époque parce qu'en fait il reprend la figure d'un sergent qui a réellement existé, qui s'appelait sergent Nogi, mais il n'a pas respecté, si vous voulez, l'historiographie officielle et il a traité le sujet du militarisme, des hommes politiques et militaires et de l'impérialisme d'une façon qui était pour l'époque transgressive et qu'il serait plus ou moins encore aujourd'hui. Alors malheureusement, comme je vous le disais, ça n'a pas été traduit, ça a été censuré et en plus le manuscrit a été perdu, donc à l'heure actuelle il est plus ou moins impossible de savoir ce qu'il avait vraiment réellement écrit parce que lorsque le texte a été publié, la censure a fait qu'en fait il y avait des points ou des points d'interrogation ou des croix à la place de certains bouts de phrases ou de certains termes. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo qui est quand même assez longue. On peut voir en fait qu'il est toujours possible de trouver dans des œuvres contemporaines ou qui ont été un petit peu postérieures ou en tout cas qui ont été extérieures au mouvement de la littérature prolétarienne à proprement parler, des critiques du pouvoir, des critiques du nationalisme exacerbé, des critiques des inégalités et de la violence des oppressions tout simplement. La littérature prolétarienne, pour moi en tout cas, c'est peut-être un petit peu comme toutes les avant-gardes ou comme toutes les autres avant-gardes, si vous ne voulez pas la considérer comme une avant-garde. Un mouvement qui a été fortement délimité, qui a été fortement restreint, mais qui en même temps est habité par une force telle que cette force irradie à travers les frontières temporelles et génériques. Alors je précise aussi pour finir que cette vidéo n'a pas vocation et ne peut pas être exhaustive et qu'il ne s'agit pas non plus de retracer l'histoire de la gauche japonaise qui est hétéroclite et mouvante comme toutes les gauches de toute façon. Je voulais juste partager avec vous quelques références, que ce soit des noms d'auteurs, d'autrices ou des noms d'œuvres que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais voir être davantage lues, davantage traduites et puis parler un petit peu aussi quand même de cette partie-là de l'histoire japonaise qui est méconnue et qui pourtant me semble être passionnante. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.